Ma femme a exigé le divorce et la maison. On n'a même pas les moyens de se payer un bon avocat pour me défendre au tribunal. J'ai répondu, tu as raison. Elle m'a signifié les papiers au tribunal, et c'est là que l'avocat spécialisé en divorce le plus redouté et le plus cher du pays s'est assis à côté de moi. Il l'a regardé et a dit, il n'a pas besoin de me payer. Je suis son frère aîné. Vous connaissez ce sentiment quand on regarde un film et qu'on voit le rebondissement arriver de loin, mais que le personnage principal est complètement paumé? Eh bien, il s'avère que c'était moi. Je m'appelle Graham Porter, et jusqu'à mardi dernier, je croyais sincèrement que ma femme, Clarissa, et moi avions encore une cause qui valait la peine de se battre. Bon sang, je pensais qu'on traversait juste une mauvaise passe. Vous savez, le genre de choses qui arrivent quand on est marié depuis 8 ans et que la vie nous réserve des surprises à une vitesse folle. J'aurais dû le voir venir, honnêtement. Les nuits blanches au bureau qui s'éternisaient. La façon dont elle retournait son téléphone à chaque fois que j'entrais dans la pièce. Comment elle avait soudainement développé cette obsession pour les cours de yoga qui semblaient durer jusqu'à 22 heures. Mais je suis professeur de menuiserie au lycée, pas détective. Et je suppose que je voulais croire au meilleur en la femme que j'avais promis d'aimer envers et contre tout. Ce mardi soir-là, elle m'a invité à m'asseoir dans notre salon. Cet espace que nous avions soigneusement décoré ensemble au fil des ans. Chaque meuble avait une histoire. Le canapé en cuir pour lequel nous avions économisé et que nous avions acheté après ma première année d'enseignement. La table basse que j'avais construite moi-même dans mon atelier, après avoir passé des semaines à peaufiner le grain, car je savais qu'elle adorait la lumière à travers le chêne. La bibliothèque où nous avions mélangé nos collections, ces romans d'amour à côté de mes magazines de menuiserie et de mes livres de poche de Stephen King. Elle tenait cette chemise en papier craft dans ses mains et la tenait comme si elle contenait quelque chose de précieux. L'espace d'une fraction de seconde, j'ai pensé que c'était peut-être des brochures de vacances ou des idées de rénovation, quelque chose d'espoir, quelque chose qui signifiait que nous planifions un avenir ensemble. Bon sang, j'avais tort. Clarissa glissa ce dossier sur la table basse avec le même geste désinvolte qu'on prend pour passer le sel à quelqu'un. Pas de cérémonie, pas d'émotion, juste du sérieux. À l'intérieur, il y avait des papiers, beaucoup de papiers, tous imprimés sur ce papier épais et coûteux qui donne à tout un air officiel et intimidant. En haut de la première page, en lettres grasses qui auraient aussi bien pu être écrites en néon, il était écrit « Demande de dissolution du mariage ». Je ne vais pas mentir, mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde. Vous savez, ce moment dans les dessins animés où un personnage reçoit un coup d'enclume et se fige en plein milieu de l'action? C'était moi qui fixais ces papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Mais Clarissa n'avait pas fini. Oh non, elle ne faisait que commencer. Elle s'est lancée dans cette présentation comme si elle proposait un contrat à un client potentiel. Elle voulait la même maison que mon grand-père m'avait aidé à acheter avec ses économies, car il croyait aux amours de jeunesse et au nouveau départ. Elle voulait 70% de notre compte d'épargne commun, celui que nous avions constitué ensemble pour nos rêves du dimanche. Et puis, comme si elle commandait un café mousseux, elle a mentionné avec désinvolture qu'elle aurait aussi besoin de 5 ans de pension alimentaire. 5 ans. Elle l'a dit comme si de rien n'était, comme si elle me demandait d'arroser ses plantes pendant son week-end. Pendant qu'elle parle, je suis assis là, essayant de comprendre ce qui se passe. Cette femme qui riait aux mauvaises blagues de mon père, qui me volait mes sweats à capuche et les portait pour corriger mes copies, qui pleurait à chaque film Disney que nous regardions ensemble. Elle était en train de démanteler toute notre vie avec l'investissement émotionnel de quelqu'un qui lit une liste de courses. J'ai déjà parlé à mon avocat, a-t-elle dit. Sa voix est neutre et professionnelle, celle d'un représentant du service client, Brett Lansen. C'est l'un des meilleurs avocats spécialisés en divorce de l'État. Il pense que tout cela est très raisonnable compte tenu des circonstances. Des circonstances comme notre mariage n'était qu'une entreprise ratée qu'il fallait liquider. J'étais assis là, ressemblant probablement à un cerf pris dans les phares d'une voiture, cherchant des mots qui aient du sens. Clarissa, on peut régler ça. On peut essayer une thérapie, où elle m'a coupé la parole d'un geste de la main. Le même geste qu'elle avait utilisé pour renvoyer un télévendeur. Graham, soyons adultes. Nous savons tous les deux que ce mariage a fait son temps. J'essaie juste de rendre la transition aussi douce que possible pour nous deux. Douce. Comme si elle parlait de changer d'opérateur mobile. Puis est arrivé le moment qui m'a vraiment coupé le souffle. Elle s'est adossée au canapé en cuir qu'on avait acheté ensemble, a croisé les bras et m'a regardé avec une expression mi-pitié,
mi-condescendante, mi-satisfaite. Quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. Sois réaliste, Graham, a-t-elle dit, sa voix prenant ce ton évident comme si elle expliquait une évidence à un enfant. Tu n'as même pas les moyens de te payer un bon avocat pour me défendre. Tu es enseignant. J'ai vu ton chèque, tes talons de paie. Nous savons tous les deux que tu n'as pas les moyens de traîner ça devant les tribunaux. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Pas seulement à cause de ce qu'elle disait, mais aussi à cause de la façon dont elle le disait. Il n'y avait aucune gentillesse, aucune reconnaissance des années que nous avions passées à construire une vie ensemble. Juste une évaluation froide et calculée de mes limites financières. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et pour la première fois en 8 ans, j'ai eu l'impression de voir une parfaite inconnue. Ce n'était pas la femme qui me préparait des crêpes en forme de cœur le dimanche matin. Ce n'était pas la personne qui m'avait tenu la main pendant les funérailles de mon père et m'avait promis que nous traverserions tout ça ensemble. C'était quelqu'un qui avait clairement planifié cette conversation depuis des semaines, voire des mois, cherchant précisément comment maximiser son avantage tout en minimisant le mien. Mais le problème avec toucher le fond, c'est que parfois, ça donne une étrange lucidité. Je suis resté assis là un long moment, sentant quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas vraiment de la colère. Jardin à la place des anciens parterres de maman. Voir notre maison familiale embellie par des inconnus aurait dû me rendre triste. Mais au lieu de cela, j'éprouvais un étrange soulagement. Au moins, quelqu'un s'en occupait. La voiture de Malcolm était déjà là, et je le trouvais assis sur les marches du perron, toujours vêtu de son costume coûteux, mais avec sa cravate desserrée et sa veste drapée sur la balustrade. Il paraissait plus détendu que je ne l'avais vu depuis des années, voire des décennies. La machine juridique hyper concentrée avait été remplacée par quelqu'un qui ressemblait presque au frère dont je me souvenais, avant que le succès et l'ambition ne le transforment. « Graham », dit-il en se levant à mon approche. « Merci d'être venu. » Nous sommes restés là un moment, 2 hommes d'âge moyen, anciens meilleurs amis du monde, essayant de comprendre comment gérer une relation brisée depuis si longtemps que nous avions presque oublié ce que l'on ressentait quand elle fonctionnait. « Alors », dis-je enfin en m'installant à côté de lui sur les marches. « Que voulais-tu me montrer ?» Malcolm fouilla dans sa serviette et en sortit un dossier en papier craft, le même genre qui avait déclenché tout ce cauchemar. Quand Clarissa glissa ses papiers de divorce sur notre table basse. L'espace d'une seconde, j'ai senti mon estomac se nouer, me demandant quelle nouvelle complication juridique allait m'arriver. Mais lorsqu'il ouvrit le dossier, ce que je vis à l'intérieur me coupa le souffle. Acte de propriété, assurance titre de propriété, documents hypothécaires, le tout avec un seul nom dessus. Malcolm Porter. Tu l'as racheté, dis-je, n'en croyant pas mes yeux. Il y a 3 mois, il a admis que les propriétaires étaient en instance de divorce. Ironique, non? Et nécessaire. Pour vendre rapidement. Je leur ai fait une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser. J'ai regardé les documents, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Malcolm est resté silencieux un long moment, regardant la rue où nous avions appris à faire du vélo et jouer à d'innombrables parties de balle avec papa. Parce que je n'étais pas sûr que tu veuilles avoir affaire à ça, ni à moi d'ailleurs. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers le vieil érable du jardin, projetant le même genre d'ombre tachetée dont je me souvenais de mon enfance. C'était une de ces parfaites journées d'octobre où l'air est vif et pur et où tout semble avoir été lavé par la pluie d'automne. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, a poursuivi Malcolm, à ce qui s'est passé entre nous, à ce que j'ai dit, à mes priorités. Il a sorti son téléphone et m'a montré des photos de l'intérieur de la maison. Les nouveaux propriétaires avaient rénové la cuisine, refait le parquet et modernisé les salles de bain, mais l'essentiel était resté le même. Les étagères encastrées, papa avait installé dans le salon, la banquette près de la fenêtre où maman s'asseyait pour lire. La rampe d'escalier sur laquelle nous avions glissé 1000 fois jusqu'à ce que nos parents renoncent enfin à nous en empêcher. Il faut des travaux, dit Malcolm. Le toit est à refaire. Le système électrique date des années 1970. Et ne me parlez pas de la plomberie, mais les fondations sont solides. De bonnes fondations, aurait dit papa. Malcolm, je n'ai pas les moyens. Je ne te demande pas de l'acheter, m'interrompit-il. Je te demande de m'aider à le réparer comme on le faisait avec papa dans son atelier. J'ai regardé mon frère, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. L'incertitude. La vulnérabilité.
L'avocat à succès qui facturait $800 de l'heure et pouvait anéantir ses adversaires avec une précision chirurgicale avait disparu. Il avait été remplacé par quelqu'un qui ressemblait presque au gamin qui m'aidait à construire des maquettes d'avions les samedis après-midi pluvieux. Pourquoi, ai-je demandé. Malcolm resta silencieux si longtemps que je crus qu'il ne répondrait pas. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était plus douce que je ne l'avais jamais entendue depuis notre enfance. Parce que j'avais tort, dit-il simplement, sur beaucoup de choses, mais surtout sur cet endroit. Tu avais raison. Ce n'est pas que des briques et du bois. C'est là qu'on apprend à être frère. C'est là que maman nous a appris que la famille compte plus que tout. C'est là que papa nous a montré que parfois, le travail le plus important est celui que l'on fait de ses mains. Il fit un geste vers la maison avec une expression presque respectueuse. J'ai passé des années à penser que le succès signifiait tout laisser derrière soi, passer à autre chose. Mais en te regardant ces derniers mois, en voyant comment tu as géré tout ce que Clarissa t'a imposé avec grâce et dignité, j'ai réalisé que je me trompais complètement. 2 enfants sont passés à vélo, riant et s'appelant. Et pendant un instant, j'ai presque pu nous imaginer Malcolm et moi, à 8 et 10 ans, dévalant cette même rue à vélo, rivalisant pour voir qui pédalerait le plus vite. Il me manque, dit soudain Malcolm. Papa. Ouais. Et maman et nous, comme avant. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine, un nœud de colère et de douleur. Je portais ce fardeau depuis 5 ans sans même m'en rendre compte. Moi aussi. Nous sommes restés assis là, confortablement silencieux, un moment, à regarder la lumière de l'après-midi se déplacer à travers les arbres. C'était comme notre première conversation honnête depuis la mort de nos parents, peut-être même plus longtemps. Alors, à quoi penses-tu, demanda Malcolm. Enfin. Tu veux m'aider à faire de cet endroit un foyer? J'ai regardé la maison où nous avions grandi, où nous avions appris à être frères, où nos parents nous avaient élevés dans la conviction que la famille était la chose la plus importante au monde. Puis j'ai regardé Malcolm, qui m'offrait quelque chose que je n'aurais jamais cru avoir à nouveau. Une chance de rentrer chez moi. Ouais, ai-je dit, me surprenant moi-même par la justesse de cette réponse. Ouais, j'aimerais bien. Malcolm a souri. Pas le sourire froid et professionnel qu'il arborait au tribunal, mais le sourire sincère dont je me souvenais, de l'époque où nous étions enfants et où nous venions de trouver comment résoudre un problème ensemble. Tant mieux, a-t-il dit, parce que je n'ai absolument aucune idée de comment réparer un toit. 2 semaines après la victoire au tribunal, Malcolm m'a appelé avec une voix que je n'avais plus entendue depuis des années. Une chaleur sincère plutôt qu'une précision juridique. Graham, m'a-t-il dit, retrouvons-nous à la vieille maison. La vieille maison, celle de nos parents, pour laquelle nous nous étions disputés comme 2 enfants se disputant la dernière part de gâteau, cette maison victorienne qui nous avait séparés 5 ans plus tôt et nous avait laissés étrangers l'un à l'autre. Je n'y étais pas retourné depuis le jour où nous avions signé les papiers de vente. Remonter cette allée de gravier familière me donnait l'impression de remonter le temps. Passer devant le chêne où papa nous avait appris à lancer le ballon. Passer devant le jardin fleuri de maman, maintenant envahi par les mauvaises herbes. Passer devant le garage où nous avions appris à faire la vidange, à réparer les vélos et à rêver des hommes que nous serions devenus. Malcolm était déjà là, assis sur les marches du porche, 2 tasses de café fumant dans l'air automnal. Il avait vieilli au cours des 5 années écoulées depuis notre dispute, davantage de gris aux tempes, des rides autour des yeux qui trahissaient les nuits blanches et les victoires acharnées. Mais assis là, en jean et vieux pull au lieu de son habituel costume à $1000, il ressemblait à nouveau à mon grand frère. Au début, nous n'avons pas parlé du divorce. Nous n'avons pas ressassé notre victoire juridique ni évoqué la chute spectaculaire de Clarissa. Au lieu de cela, nous avons parlé de nos parties de pêche avec papa à Miller Creek. De la fois où maman nous avait fait repeindre toute la clôture pour nous punir d'avoir cassé sa lampe préférée. De courses de vélo dans la vieille rue où nous nous affrontions pour voir qui pouvait rouler le plus loin sans pédaler. J'avais tort, a finalement dit Malcolm en regardant le jardin où nous avions joué à la balle 1000 fois. De cet endroit, de ce qui compte. Moi aussi. J'ai avoué avoir pensé que tu changerais complètement, d'avoir abandonné. La maison était toujours à vendre, elle était restée vide pendant 3 ans parce que le marché dans notre petite ville n'était pas vraiment florissant. Mais assis là avec mon frère, à regarder le coucher de soleil peindre le ciel de nuances orange et rose, j'ai réalisé quelque chose d'important. Et si on ne la vendait pas? Ai-je demandé. Malcolm m'a regardé avec surprise, puis quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Tu veux dire la garder? Je veux dire la rénover ensemble.
L'utiliser pour les vacances, les week-ends, peut-être pour y prendre ma retraite un jour. En faire ce que maman et papa ont toujours rêvé qu'elle soit. Un endroit où la famille se réunit. On s'est serré la main là, sur le porche, comme deux enfants qui forment une meute pour être meilleurs amis pour la vie. La maison qui nous avait séparés allait être celle qui nous réunirait. 6 mois plus tard, je suis assis dans mon atelier, celui-là même où je m'échappais quand Clarissa et moi nous disputions. Le même endroit où j'avais construit cette table basse sur laquelle elle avait glissé les papiers du divorce. Mais maintenant, c'est différent, paisible, comme un espace qui m'appartient à nouveau. La maison est silencieuse, comme si elle était empreinte de contentement plutôt que de solitude. J'ai tout conservé exactement comme avant. Nos meubles, nos photos, même les livres que nous avions collectionnés ensemble. Non pas que je m'accroche au passé, mais parce que c'est ma vie, ma maison, et que je ne laisserai pas la trahison de quelqu'un me voler ce que j'aime vraiment. Clarissa pensait pouvoir me détruire en s'attaquant à ce que je n'avais pas, l'argent, le pouvoir, les relations. Elle a calculé chaque angle en fonction de mes limites. Convaincue qu'une enseignante d'une petite ville ne pourrait pas résister à son attaque juridique bien financée, elle était tellement concentrée sur ce qui me manquait qu'elle a complètement oublié ce que je possédais réellement, ma famille. Malcolm et moi passons la plupart de nos week-ends dans la vieille maison, la remettant lentement en état. Nous avons reconstruit le porche, replanté le jardin de maman et transformé l'atelier de papa en un lieu dont il serait fier. Nous ne parlons plus beaucoup du divorce. Ce chapitre est clos. À la place, nous parlons des parties de pêche que nous voulons faire, des projets que nous voulons entreprendre, de l'avenir que nous construisons ensemble. La semaine dernière, j'ai appris par des amis communs que Jasper avait largué Clarissa environ un mois après l'audience finale. Apparemment, sortir avec une femme accusée de fraude et condamnée à 4 millions de dollars de frais de justice n'était pas la meilleure option qu'il recherchait. Ses amis ont presque tous disparu, eux aussi. Il s'avère que la loyauté a des limites quand la vie de quelqu'un devient un avertissement sur la cupidité et la trahison. Je ne tire aucune satisfaction de sa chute. Honnêtement, je la plains surtout. Elle avait tout ce qu'il fallait pour une belle vie, et elle a tout gâché en poursuivant quelque chose qu'elle pensait être meilleur. Elle s'est trompée à mon sujet dès le début. Je n'avais pas besoin de payer un avocat. J'avais mieux. J'avais Malcolm et maintenant je suis en paix. Pas même de la douleur, bien que belle et bien présente. C'était quelque chose de plus calme. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'acceptation. Je l'ai regardé droit dans les yeux et, de la voix la plus posée que j'ai pu, j'ai dit, « Tu as raison ». L'espace d'une seconde, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Peut-être de la surprise que je n'allais pas me battre, la supplier ou lui compliquer la tâche. Peut-être du soulagement que son discours soigneusement préparé ait fonctionné exactement comme prévu. Peut-être même une petite déception que je n'allais pas lui infliger la réaction spectaculaire à laquelle elle s'attendait. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait avoir parfaitement joué toutes ses cartes et m'avoir acculé au pied du mur, où je n'avais d'autre choix que de me soumettre et d'accepter les conditions qu'elle voulait bien me dicter. Elle avait fait ses devoirs, calculé tous les angles et déterminé que Graham Porter, professeur de menuiserie dans une petite ville, ne faisait pas le poids face à Clarissa Porter et à son puissant avocat. Ce qu'elle ignorait, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'était ce que j'allais faire ensuite. Parce que parfois, quand on croit avoir parfaitement cerné quelqu'un, c'est exactement là qu'il nous surprend. Après le départ de Clarissa ce soir-là, ouais, elle a fait sa valise et est partie comme si elle quittait l'hôtel. Je suis resté seul dans notre salon à contempler les papiers du divorce jusqu'à ce que les mots se mélangent. La maison semblait déjà différente, comme si les murs savaient que quelque chose avait fondamentalement changé. Chaque craquement du plancher, chaque tic-tac de la vieille horloge de parquet dans le couloir, tout cela semblait plus fort, plus vide. Je n'arrêtais pas de repenser à ce qu'elle avait dit. On ne peut même pas se permettre un bon avocat pour me défendre. L'honnêteté brutale de la chose m'a blessé, parce que bon sang, elle avait absolument raison. Je suis professeur de menuiserie au lycée dans une petite ville où le festival annuel d'automne est généralement le plus excitant. Mon salaire couvre à peine le prêt immobilier, les mensualités de la voiture et les courses, avec assez d'argent pour un dîner au restaurant ou une soirée cinéma de temps en temps. Clarissa le savait mieux que quiconque. C'est elle qui m'avait poussé à demander des augmentations que je n'aurais jamais, me suggérant de donner des cours particuliers le week-end pour me faire un peu d'argent. Mais voilà ce qui m'a vraiment énervé, elle était tellement sûre d'elle. Et pas seulement confiante, elle était presque suffisante. Comme si elle avait planifié tout ça depuis des mois, voire des années, attendant le bon moment pour frapper fort.
Elle avait calculé tous les angles, calculé les dégâts financiers qu'elle pouvait causer, et avait décidé que ce bon vieux Graham se laisserait faire, parce qu'il n'avait pas le choix. J'ai passé les premières heures après son départ à faire ce que tout homme normal aurait fait. J'étais furieux. Vraiment furieux. Le genre de colère qui donne envie de faire des trous dans les murs, mais on ne le fait pas parce que c'est lui qui devra les réparer plus tard. J'ai arpenté la maison en marmonnant comme un fou, répétant tout ce que j'aurais dû dire, toutes les répliques que j'aurais pu lui balancer à la figure. Mais la colère a ses limites. Et finalement, je me suis effondré. J'ai fini par terre dans la cuisine vers 2 heures du matin, le dos contre le réfrigérateur, une bière à la main, encore ouverte. C'est là que la réalité m'a rattrapé. Ça m'a vraiment frappé. J'étais sur le point de tout perdre, pas seulement Clarissa. Honnêtement, à ce moment-là, je n'étais même pas sûr de vouloir continuer à me battre pour quelqu'un qui pourrait me regarder dans les yeux et me dévorer comme un poisson. Mais la maison, nos économies, 5 ans de mes futurs revenus. Tout cela était sur le point de disparaître, car je n'avais plus les moyens de me battre. C'est là que son nom m'est venu à l'esprit. Malcolm Porter, mon frère aîné, l'homme à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans. Voyez-vous, la plupart des gens ignorent que j'ai un frère, et encore moins à qui s'est fait un nom comme l'avocat spécialisé en divorce le plus redouté de 3 États. Malcolm et moi, on était très proches quand on était enfant. C'est lui qui m'a appris à lancer une balle courbe, à changer un pneu, à parler aux filles sans passer pour un parfait idiot. Mais le succès l'a changé. Ou peut-être a-t-il simplement révélé des aspects de lui qui étaient toujours là. Il est devenu impitoyable, ambitieux, au point de faire passer sa famille pour un fardeau. Le point de rupture est arrivé. Quand nos parents sont morts dans un accident de voiture il y a 5 ans, ils ont laissé derrière eux la maison familiale. Cette belle vieille maison victorienne, propriété de la famille depuis 3 générations. Je voulais la garder, la rénover, peut-être y emménager un jour avec Clarissa et les enfants que nous aurions. Malcolm voulait la vendre, partager l'argent et passer à autre chose. Ce n'est qu'une maison, répétait-il sans cesse. Ne sois pas trop émotive avec les briques et le bois. Mais ce n'était pas qu'une maison pour moi. C'était les dîners du dimanche, les matins de Noël et les fêtes d'anniversaire dans le jardin. C'était le jardin de maman, l'atelier de papa et tous les souvenirs qui ont fait de nous ce que nous étions. Quand j'ai refusé de signer les papiers, Malcolm est devenu méchant. Vraiment méchant. Il a menacé de bloquer la succession dans des batailles juridiques qui coûteraient plus cher que la maison. Il a dit que j'étais égoïste et stupide, que je devais grandir et affronter la réalité. On a eu une énorme dispute dans la cuisine de maman, à nous hurler dessus comme si on était redevenus des adolescents. Il m'a traité d'idiote sentimentale. Qui ne réussirait jamais. Je l'ai traité de salaud sans cœur qui avait vendu son âme pour de l'argent. On a tous les deux dit des choses qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Finalement, j'ai signé les papiers juste pour que ça cesse et on s'est partagé l'argent. Malcolm a eu son fric et moi, un trou noir dans ma vie. On ne s'était plus parlé depuis. Pas un mot, pas même une carte de Noël. Mais assis là, par terre dans ma cuisine, à 2h30 du matin, face à la perspective de perdre tout ce que j'avais gagné, j'ai réalisé quelque chose. Clarissa avait commis une erreur de calcul cruciale. Elle savait que je n'étais pas riche. Elle savait que je ne pouvais pas me permettre un avocat de haut vol pour rivaliser avec son équipe. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'étais parent avec l'un d'eux. Malcolm Porter n'était pas n'importe quel avocat spécialisé en divorce. C'était l'avocat du divorce. Celui contre lequel les autres avocats mettaient leurs clients en garde. Celui qui pouvait trouver des failles dans des contrats. Apparemment infaillible et transformer des accords à l'amiable en guerre totale. Il avait bâti sa réputation en je prenais des cas qui semblaient impossibles et je trouvais le moyen de renverser complètement la situation. Plus important encore, il faisait partie de ma famille et, malgré tout ce qui s'était passé entre nous, malgré 5 ans de silence et d'amertume, une partie de moi espérait que le sang avait encore une signification. Mes mains tremblaient en décrochant mon téléphone. J'ai dû composer son numéro une douzaine de fois avant de raccrocher. Que étais-je censé dire? Dis donc Malcolm, je sais qu'on ne s'est pas parlé depuis qu'on s'est quasiment bafoué, mais ma femme essaie de me faire chier, et j'ai besoin de ton aide. Ça me paraissait pathétique, même dans ma tête. Mais j'ai ensuite repensé au visage de Clarissa lorsqu'elle m'a asséné le coup de grâce en me disant qu'elle n'avait pas les moyens de payer un avocat. Ce regard de certitude absolue qu'elle avait toutes les cartes en main. Cette hypothèse que j'accepterais en silence ce qu'elle me ferait. Tant pis.
J'ai pris une grande inspiration, j'ai composé son numéro et je l'ai entendu sonner 1, 2, 3 fois. Une partie de moi espérait qu'il ne répondrait pas, que je pourrais simplement laisser un message vocal et gérer la gêne. Plus tard. Mais à la 4e sonnerie, j'ai entendu sa voix. Malcolm Porter. Même à 2h30 du matin, il semblait parfaitement alerte et professionnel. Il travaillait probablement tard sur une affaire, facturant des heures qui me coûtaient plus que ce que je gagnais en un mois. Malcolm, ai-je dit d'une voix plus rauque que prévu. C'est Graham. Le silence qui a suivi m'a semblé interminable. Je l'entendais presque réfléchir, cherchant à comprendre pourquoi son petit frère, pourtant bien organisé, l'appelait au milieu de la nuit après 5 ans de silence radio. Finalement, il a parlé. Sa voix était différente. Pas le ton poli d'un avocat, mais quelque chose de plus prudent, de plus humain. Que s'est-il passé? Et d'un seul coup, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Malcolm était peut-être bien des choses. Impitoyable, ambitieux, parfois froid comme la glace, mais il restait mon frère. Et quand la famille appelle au milieu de la nuit, on ne demande pas pourquoi, on demande ce qui s'est passé. Alors, je lui ai tout raconté. Je n'ai jamais été ce qu'on appelle un homme de la mode. Mon idée. Pour bien s'habiller, il faut enfiler un pantalon kaki plutôt qu'un jean et vérifier que ma chemise n'est pas tachée de sueur. Mais en entrant dans ce palais de justice mardi matin, je portais le seul costume décent que je possédais. Ce costume gris que j'avais acheté pour mon mariage il y a 8 ans et que je n'avais pas touché depuis, sauf pour les funérailles et les réunions parents-professeurs occasionnelles. Il m'allait encore à peine, même si la sensation au niveau des épaules était étrange après des années passées à manier des marteaux et à transporter du bois dans mon atelier. Le palais de justice lui-même était un de ces vieux bâtiments intimidants dont le sol en marbre résonne à chaque pas et donne l'impression d'entrer dans une cathédrale plutôt que dans un lieu où la vie des gens est légalement démantelée. Tout sentait le vieux cirage à bois et le genre de choses sérieuses qui coûtent cher. Je n'arrêtais pas de me répéter de respirer normalement, mais mon cœur battait la chamade, me donnant l'impression d'avoir avalé 3 boissons énergisantes à jeun. Clarissa était déjà là quand je suis entré dans la salle d'audience, et bon sang, si elle n'avait pas l'air. Elle sortait de la couverture d'un magazine juridique. Elle portait un blazer bleu marine impeccable qui coûtait probablement plus cher que mes mensualités de voiture, avec une jupe et des talons qui la donnaient l'air prête à faire une présentation devant un conseil d'administration. Sa coiffure était impeccable, comme si elle prenait 1 heure et un professionnel pour la réaliser. Elle avait l'air confiante, accomplie, comme quelqu'un qui avait toute sa vie en main et qui était là pour récupérer ce qui lui revenait de droit. Assis à côté d'elle était Brett Lansen, son avocat. Et ce type était exactement ce qu'on imagine quand on parle d'avocat hors de prix. Dents parfaites, cheveux impeccables, un costume qui lui allait comme un gant, et cette expression suffisante qui suggérait qu'il n'avait jamais rencontré de problème qu'il ne puisse résoudre avec suffisamment d'heures facturables. Il avait probablement mon âge, mais il se tenait comme s'il était le propriétaire du bâtiment et que tout le monde empruntait de l'espace. Brett m'a dévisagé de la tête aux pieds quand je suis entré, observant mon costume prêt à porter et calculant probablement avec précision les dégâts financiers qu'il pourrait causer à un lycée. Professeur. Puis il a fait un truc qui m'a vraiment énervé. Il a esquissé un sourire narquois. Pas un sourire, pas même un sourire, mais un petit sourire entendu qui disait qu'il avait déjà gagné et qu'on faisait juste semblant. Graham, a-t-il dit en se levant et en tendant la main comme si on était de vieux copains qui déjeunaient. Brett Lanson, je représente votre femme. Je dois dire que j'apprécie votre raisonnement sur toute la procédure. Raisonnable? J'avais déjà accepté de me laisser écraser. Je lui ai serré la main. Mon père m'a appris à être poli, même quand j'avais envie de frapper quelqu'un, mais je n'ai rien dit. Que étais-je censé dire? Ravi de rencontrer l'homme qui va aider ma femme à détruire ma vie. Écoute, a continué Brett en jetant un coup d'œil à sa montre de luxe. On peut faire ça très vite et sans douleur pour tout le monde. Les conditions proposées par Clarissa sont plus que justes compte tenu des circonstances. Il vous suffit de signer quelques documents et on pourra tous reprendre le cours de nos vies. Il me parlait comme si j'étais un inconvénient qu'il fallait traiter et classer. Comme si toute cette affaire n'était que de la paperasse qui l'empêchait de traiter des affaires plus importantes. Tu n'as pas d'avocat, n'est-ce pas, demanda-t-il. Son ton suggérait pourtant qu'il connaissait déjà la réponse. Parce que si tu envisages de te faire représenter, je devrais peut-être te préciser que faire traîner les choses ne fera que te coûter de l'argent que tu n'as pas. Mieux vaut régler maintenant, tant que les conditions sont encore généreuses.
Généreuse, non. J'ai regardé Clarissa, espérant y voir un clin d'œil de la femme que j'avais épousée. Un signe que tout cela était aussi difficile pour elle que pour moi. Mais elle était assise là, parfaitement posée, à consulter son téléphone comme si elle attendait le début d'une réunion professionnelle. Elle a levé les yeux vers moi et, l'espace d'une seconde, j'ai cru voir quelque chose. Peut-être du regret, peut-être de l'incertitude. Mais Brett lui a murmuré. Quelque chose et ce que je pensais avoir vu a disparu derrière le masque professionnel qu'elle portait. Il sera là, ai-je dit d'une voix plus posée que je ne le pensais. Brett haussa un sourcil. Lui, mon avocat, il sera là. J'observais Brett et Clarissa échanger un regard, pas vraiment inquiet, mais clairement curieux, comme s'ils se demandaient quel genre d'avocat bon marché j'avais réussi à dénicher et à quelle vitesse il pourrait le dévorer et le recracher. Eh bien, dit Brett en se rasseyant sur sa chaise. On peut attendre quelques minutes, mais le calendrier du tribunal est assez chargé aujourd'hui, donc si votre représentant ne se présente pas bientôt, nous allons devoir procéder sans lui. Sa façon de parler de représentation donnait l'impression que j'avais engagé le cousin de quelqu'un qui avait regardé beaucoup d'épisodes de New York, police judiciaire. Nous restâmes assis là pendant une dizaine de minutes, le silence s'alourdissant de seconde en seconde. L'huissier n'arrêtait pas de regarder sa montre. La sténographe judiciaire feuilletait ses papiers. Même le juge semblait s'impatienter. Je commençais probablement à transpirer sous mon col, me demandant si Malcolm avait changé d'avis. Si 5 ans de silence avaient été une épreuve de trop, si je venais de commettre la plus grosse erreur de ma vie en me fiant à quelque chose qui n'existait peut-être même plus, alors les portes du tribunal s'ouvrirent et Malcolm entra. Je jure devant Dieu, c'était comme une scène de cinéma. Le genre où le héros surgit juste au moment où tout espoir semble perdu. Sauf que ce n'était pas un film. C'était ma vie. Et mon grand frère venait d'y entrer comme s'il était le maître des lieux. Malcolm ressemblait exactement à ce qu'il était. Un homme qui facturait $800 de l'heure et valait chaque centime. Son costume était noir nuit, parfaitement coupé, le genre de luxe qui murmure au lieu de crier. Sa serviette en cuir coûtait probablement plus cher que mon salaire mensuel. Ses cheveux étaient grisonnants aux tempes maintenant, distingués comme s'ils sortaient d'une publicité pour le whisky. Et sa façon de se déplacer, calme et confiant, comme s'il avait déjà fait ça 1000 fois et savait exactement comment ça allait se terminer. Toutes les têtes dans la salle d'audience se tournèrent. L'huissier se redressa. La sténographe arrêta de fouiller ses papiers. Même le juge semblait intéressé. Mais le meilleur, c'était de voir le visage de Brett se vider de ses couleurs, comme si on venait de le débrancher. Son air suffisant s'estompa pour laisser place à quelque chose qui ressemblait fort à de la panique. Le masque parfaitement posé de Clarissa s'estompa l'espace d'une seconde, et je lus une véritable surprise dans ses yeux. Malcolm s'approcha de moi, aussi calme que possible, comme s'il entrait dans son café du coin. Il posa sa mallette, posa une main sur mon épaule, le même geste qu'il faisait quand nous étions enfants, et il me fit savoir que tout irait bien, et dit avec un sourire facile, « Désolé pour le retard, Graham. » La circulation était un cauchemar. Puis il se leva, boutonna sa veste et s'adressa à la salle d'une voix qui attirait immédiatement l'attention. Malcolm Porter, représentant l'accusé. Il marqua une pause, regarda Clarissa droit dans les yeux avec ce sourire froid et professionnel qui, d'une manière ou d'une autre, parvenait à être plus effrayant que n'importe quelle expression de colère. Mon frère, la température dans cette pièce a chuté d'environ 20 degrés. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai eu l'impression que peut-être, juste peut-être, je n'allais pas être complètement détruit. Après tout, si vous n'avez jamais vu un maître à l'œuvre, laissez-moi vous dire que c'est quelque chose à voir. Malcolm ne pratiquait pas seulement le droit. Il le maniait comme un instrument chirurgical. Précis et mortel. La transformation qu'il a envahie dès qu'il s'est assis à côté de moi a été incroyable. Mon frère aîné, qui m'aidait à construire des cabanes dans les arbres et m'apprenait à faire du vélo, avait disparu. À sa place, ce prédateur judiciaire qui avait fait carrière en démantelant l'excès de confiance des gens et en dévoilant leurs mensonges. Brett essaya de se reprendre le premier, s'éclaircissant la gorge et feuilletant ses papiers comme s'il cherchait la solution miracle qui lui permettrait de reprendre le contrôle. « Eh bien, c'est inattendu, dit-il en essayant de conserver son ton suffisant de tout à l'heure. Bien que j'entende l'incertitude s'installer, cela ne change pas vraiment les faits fondamentaux de l'affaire. Madame Porter a fait une offre de règlement très raisonnable, et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que faire traîner les choses ne sert les intérêts de personne.
Malcolm ne l'a même pas regardé. Au lieu de cela, il a ouvert sa mallette avec ses gestes délibérés et méthodiques qui, d'une certaine manière, parvenaient à être intimidants. Tout en lui criait une compétence coûteuse. Du cliquetis de son stylo au bruit de ses papiers lorsqu'il les rangeait sur la table. Lorsqu'il a finalement pris la parole, sa voix était calme, maîtrisée et absolument glaciale. Monsieur Lançon, j'ai examiné la proposition de votre client. Sa façon de prononcer « proposition » donnait l'impression d'avoir trouvé quelque chose de désagréable collé à sa chaussure. Et je dois dire que je suis impressionné par l'audace de la chose. Prédateur serait un mot trop gentil. Manipulateur ne suffit pas non plus. Appelons les choses par leur nom. Tentative de viol financier. Le visage de Brett est devenu rouge. Bon, voyez-vous, je n'ai pas fini. La voix de Malcolm ne s'éleva pas. Elle ne changea pas de ton, mais, d'une certaine manière, elle emplit toute la salle d'audience. Même le juge se pencha légèrement en avant. Votre cliente exige 70% des biens matrimoniaux qu'elle n'a pas contribué à constituer, une pension alimentaire pour un homme dont elle a activement découragé la carrière, et la propriété d'une maison achetée avec l'argent de la famille avant le mariage. J'observais le visage de Clarissa pendant que Malcolm parlait. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, elle paraissait sincèrement déstabilisée. Son sang-froid parfait commençait à s'effriter, et je la voyais essayer de comprendre ce que Malcolm savait réellement de notre situation. De plus, Malcolm continua en sortant un épais dossier que je n'avais jamais vu auparavant. Nous allons déposer une contre-requête concernant des irrégularités dans les déclarations financières de votre cliente. Le mot « irrégularité » flottait dans l'air comme une menace. Brett s'agita, mal à l'aise. Quelles irrégularités ? Malcolm sourit, et c'était le genre de sourire qui me faisait plaisir qu'il soit de mon côté et qu'il n'essaie pas de me détruire. Oh, nous y reviendrons, mais d'abord, laissez-moi aborder ces exigences ridicules point par point. Ce qui se passa ensuite fut comme regarder un expert en démolition démanteler systématiquement un bâtiment. Malcolm passa en revue chaque élément de la proposition de transaction de Clarissa et expliqua avec un minutieux détail juridique pourquoi elle était déraisonnable, non fondée en droit et, dans certains cas, potentiellement frauduleuse. La maison, l'acompte de mon grand-père, en faisait un bien distinct selon la loi de l'État. Les cotisations au compte d'épargne pouvaient être retracées et réparties en fonction des revenus réels, et non de pourcentages arbitraires. La pension alimentaire. Clarissa gagnait presque autant que moi, et il n'y avait aucune base légale pour une pension alimentaire à long terme dans un mariage sans enfant où les deux parties étaient employables. Mais Malcolm ne se contentait pas de se défendre. Oh non, il se préparait à une attaque en règle. Votre honneur, dit-il en se levant et en s'adressant directement au juge. Étant donné le caractère douteux des allégations de la requérante et la tentative apparente de spolier mon client de ses biens légitimes, nous demandons un audit judiciaire complet de toutes les finances du couple au cours des 5 dernières années. J'en suis resté bouche bée. Un audit judiciaire ? Cela semblait coûteux et minutieux, exactement le genre de choses qui rendrait quelqu'un très nerveux s'il avait quelque chose à cacher. L'avocat de Clarissa s'est levé si vite qu'il a failli renverser sa chaise. Votre honneur, c'est totalement inutile. De plus, a poursuivi Malcolm, ignorant complètement l'objection de Brett, nous déposons une contre-requête demandant le paiement de l'intégralité des honoraires d'avocat et des frais par la requérante, compte tenu du caractère frivole de ses allégations initiales. Le juge a semblé intrigué. Sur quel motif, monsieur Porter ? Fraude, votre honneur. Parjure dans la plainte initiale, dissimulation de biens et ce qui semble être une tentative coordonnée de manipulation du système judiciaire à des fins personnelles. Ces mots ont fait l'effet d'une bombe. Fraude, parjure, dissimulation de biens. Il ne s'agissait pas de simples détails juridiques. Il s'agissait d'accusations graves qui pouvaient avoir de réelles conséquences. J'ai regardé Clarissa et, pour la première fois depuis qu'elle avait glissé les papiers du divorce sur notre table basse, j'ai lu une véritable peur dans ses yeux. Son masque parfait avait complètement disparu, remplacé par l'expression de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il était peut-être dépassé. Brett lui chuchotait frénétiquement, essayant probablement de limiter les dégâts. Mais Malcolm n'avait pas fini. Loin de là. Nous allons également demander la communication complète de tous les comptes financiers, relevés de voyage, relevés de cartes de crédit et communication des 24 derniers mois, a-t-il déclaré en prenant des notes sur son bloc-notes comme s'il commandait un déjeuner. Si Madame Porter a été aussi franche qu'elle le prétend, cela devrait être une simple formalité.
Sa façon de parler de simples formalités indiquait clairement qu'il s'attendait à ce que ce soit tout sauf simple. Votre honneur, a réessayé Brett, la voix légèrement éraillée. C'est du harcèlement, pur et simple. Ma cliente a été totalement transparente. Vraiment, demanda Malcolm en se tournant enfin vers Brett. Parce que j'ai des questions sur certaines transactions financières qui n'apparaissent dans aucun des documents fournis par votre client. Il sortit une feuille de papier et la brandit comme une preuve dans un procès pour meurtre. Par exemple, cette facture d'hôtel du Ritz-Carlton de Chicago, débitée sur le compte conjoint pour des rendez-vous où Madame Porter prétendait assister à une conférence professionnelle à Milwaukee. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'entendais mon propre cœur battre. Clarissa était toute pâle et Brett semblait sur le point de vomir. Malcolm reposa doucement la feuille et regarda la salle d'audience avec la satisfaction d'un homme qui vient de jouer son as. Mais ne vous inquiétez pas, dit-il avec ce même sourire glacial. Nous aurons tout le temps de tout examiner pendant la phase de communication préalable. Le juge s'éclaircit la gorge. Monsieur Loncon, votre client souhaite-t-il répondre à ces allégations? Brett ouvrit la bouche, la referma, puis la rouvrit comme un poisson haletant. Votre honneur, nous avons besoin de temps pour examiner ces allégations. Bien sûr que oui, dit Malcolm aimablement. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Nous n'irons nulle part. Il se rassit à côté de moi et, l'espace d'un instant, il cessa d'être cette machine juridique intimidante. Il était juste mon grand frère. Il me fit un petit signe de tête qui en dit long. Nous avons compris. Ce n'était plus une négociation. Ce n'était même plus une procédure judiciaire. C'était la guerre. Et Clarissa venait de découvrir qu'elle avait apporté un pistolet à eau sur un champ de bataille où mon frère était assis derrière un char, chargeant des munitions perforantes, souriant comme s'il s'amusait comme un fou. Vous savez, on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Eh bien, Malcolm ne l'a pas simplement servi froid. Il l'a servi avec un accompagnement de comptabilité judiciaire et une garniture de documents juridiques qui rendraient la l'IRS jaloux. La semaine qui a suivi cette première audience, c'était comme assister à un cours de maître sur la façon de démanteler systématiquement les mensonges soigneusement construits de quelqu'un, un relevé bancaire à la fois. J'avais toujours pensé que mon frère était intense, mais le voir en mode attaque légale totale était tout autre chose. L'homme a transformé ma table de cuisine en centre de contrôle de mission, étalant des documents, des calendriers et des dossiers financiers comme s'il planifiait une opération militaire, ce qui, d'une certaine manière, je suppose que c'était le cas. La beauté de l'ère numérique, a expliqué Malcolm en installant son ordinateur portable et 3 téléphones différents, c'est que tout laisse une trace. Votre femme pense qu'elle a été intelligente, mais chaque passage de carte de crédit, chaque virement électronique, chaque réservation d'hôtel, tout cela crée un enregistrement permanent. Il avait également fait venir des renforts. Jules Tanaka, son jury comptable, était cette femme calme et méthodique qui semblait pouvoir trouver le sous-manquant dans le budget fédéral. Elle avait cette façon de regarder les chiffres qui me rappelait la façon dont je regardais un morceau de bois avant de décider où faire la première coupe. Calculateur, patient et absolument certain de ce qu'elle allait trouver. La plupart des gens pensent qu'ils peuvent cacher de l'argent en le déplaçant, m'a dit Jules lors d'une de nos séances de stratégie. Mais l'argent est comme l'eau. Cela laisse toujours un chemin. Votre femme a été négligente. Vraiment bâclée. La première requête déposée par Malcolm concernait une découverte financière complète. Et regarder Brett essayer de se battre, c'était comme regarder quelqu'un essayer de retenir l'océan avec une porte moustiquaire. Le juge, apparemment impressionné par la réputation de Malcolm et la spécificité de ses allégations, a approuvé tout ce que nous demandions. En 48 heures, nous avons reçu des assignations à comparaître dans toutes les directions. Relevé bancaire, relevé de carte de crédit, relevé de téléphone portable, réservation d'hôtel, billets d'avion, s'ils portaient le nom de Clarissa ou s'ils avaient été payés avec les fonds du mariage. Nous voulions le voir. Malcolm a même assigné à comparaître son calendrier de travail et ses comptes de messagerie, affirmant que ses prétendus voyages d'affaires devaient être vérifiés par rapport à son horaire de travail réel. La clé, a expliqué Malcolm en examinant le premier lot de documents, n'est pas seulement de trouver la preuve irréfutable, mais de construire un modèle qui montre une intention. Une transaction douteuse est une erreur. Une douzaine d'entre eux sur 2 ans est un projet délibéré. Et mon Dieu, avons-nous trouvé des modèles? Jules a étalé les relevés bancaires sur la table de ma cuisine comme si elle disposait les pièces d'un puzzle. Regardez ça, dit-elle en désignant une série de retraits. Chaque mois,
au cours des 18 derniers mois, votre femme a reçu des avances de fonds sur votre carte de crédit commune. De petites sommes, 3 cents ici, 5 cents là. Jamais assez pour déclencher des alertes automatiques. Où va l'argent? Ai-je demandé. C'est la question à $1 million, a déclaré Malcolm. Mais j'ai une assez bonne idée. Les factures d'hôtel étaient encore plus accablantes. Jules avait comparé chaque voyage d'affaires que Clarissa prétendait avoir effectué avec son horaire de travail réel, et les résultats étaient fascinants. D'après son calendrier de bureau, elle était censée être à Milwaukee pour un séminaire de formation à 3 occasions différentes. D'après les relevés de carte de crédit, elle était en fait à Chicago, séjournant dans des hôtels 5 étoiles et dînant dans des restaurants qui coûtaient plus cher que ce que j'avais dépensé. À l'épicerie dans un mois. Et voici la partie vraiment intéressante, continua Jules en sortant une autre pile de papier. Elle ne reste pas seule dans ces hôtels. Regardez les frais du service de chambre. Toujours des repas pour 2. Du vin toujours de première qualité. Toujours les plats les plus chers du menu. Malcolm se laissa tomber en arrière sur sa chaise avec l'expression satisfaite d'un chasseur qui vient de repérer sa proie. Messieurs, je pense que nous avons trouvé notre homme mystérieux. Mais la véritable avancée s'est produite lorsque Jules a découvert le deuxième compte d'épargne. Clarissa l'avait ouvert il y a 18 mois dans une autre banque, une banque que nous n'avions jamais utilisée pour aucun de nos finances communes. Le compte était à son nom uniquement, et elle y avait injecté de l'argent grâce à ses avances de fonds et en redirigeant ses primes trimestrielles de son travail. Combien? J'ai demandé, même si je n'étais pas sûr de vouloir connaître la réponse. Jules regarda sa calculatrice et siffla doucement. 28 400 $. Tout cela aurait dû être considéré comme un bien matrimonial, et rien de tout cela n'a été divulgué dans son dossier initial. 28 000 $. Cela représentait plus de la moitié de mon salaire annuel. De l'argent qu'elle avait systématiquement volé à notre mariage en planifiant sa stratégie de sortie. De l'argent qui aurait dû être le nôtre et que nous aurions pu utiliser pour réparer le toit ou prendre des vacances ou peut-être même fonder la famille dont nous parlions avant que tout ne tourne en enfer. Il ne s'agit pas seulement de dissimulation d'actifs, dit Malcolm d'un ton sombre. C'est du vol. Et mentir à ce sujet dans un dossier judiciaire est un parjure. Nous avons également assigné à comparaître ces enregistrements téléphoniques et ceux-ci ont raconté leur propre histoire. Des centaines d'appels et de SMS au même numéro, une tendance qui avait commencé il y a environ 2 ans et s'était considérablement intensifiée dans les mois qui ont précédé sa demande de divorce. L'enquêteur privé de Malcolm a retrouvé le numéro en 6 heures environ. Jasper Arlon, annonça Malcolm en laissant tomber un dossier sur la table comme s'il distribuait des cartes. 38 ans, investisseur immobilier, divorcé 2 fois, vit dans un penthouse du centre-ville, avec une valeur nette quelque part au nord de 2 millions. C'était donc son plan. Elle ne me quittait pas simplement. Elle était échangée. D'un professeur de lycée qui construisait des meubles pendant son temps libre à un magnate de l'immobilier millionnaire qui pouvait la maintenir dans le style de vie qu'elle avait apparemment décidé de mériter. Mais Malcolm ne se contentait pas de trouver l'argent et l'homme mystérieux. Il voulait prouver que tout cela avait été une attaque coordonnée, planifiée et exécutée avec l'intention délibérée de me voler mes biens. Regardez le calendrier, a-t-il déclaré en dépliant un tableau que Jules avait créé. Le compte secret s'ouvre en mars 2023. Les premières factures d'hôtel douteuses commencent en avril. Divorce. Elle planifie cela depuis près de 2 ans, a poursuivi Malcolm. Chaque geste calculé, chaque dollar pris en compte, chaque mensonge soigneusement construit. Ce n'est pas un mariage qui s'est effondré. C'est une escroquerie à long terme. À la fin de la semaine, nous avions suffisamment de documentation pour remplir un petit classeur. Des relevés bancaires, des factures d'hôtel, des relevés téléphoniques, des reçus de courrier électronique et même des données GPS de sa voiture qui montraient qu'elle était loin des endroits où elle prétendait se trouver à des dates précises. Jules avait créé une chronologie complète qui retraçait chaque tromperie, chaque transaction cachée, chaque mensonge que Clarissa avait raconté au cours des 2 dernières années. C'est plus que suffisant pour la contre-pétition, a déclaré Malcolm, examinant une dernière fois nos preuves. Mais je veux continuer à creuser. Les gens aussi négligés ont généralement plus de squelettes dans leur placard. Il a déposé requête après requête, chacune plus dommageable que la précédente. Nous avons exigé la divulgation complète de toutes les communications électroniques. Nous avons assigné à comparaître ses comptes sur les réseaux sociaux. Nous avons même demandé l'accès à son ordinateur de travail,
affirmant que les affaires personnelles menées pendant les heures de travail constituaient un vol de temps pour l'employeur. Brett essayait de nous combattre à chaque mouvement, mais ses objections devenaient de plus en plus faibles et désespérées. On pouvait dire qu'il commençait à se rendre compte que son client lui avait menti sur à peu près tout et qu'il était maintenant coincé à représenter quelqu'un dans une affaire qui devenait de jour en jour de plus en plus ingagnable. Le juge, perdant visiblement patience face à l'ampleur des tromperies de Clarissa, a approuvé chacune de nos demandes. Une fois que nous avons terminé, nous avions accès légalement à pratiquement tous les aspects de sa vie au cours des 3 dernières années. Et à chaque nouveau document qui arrivait, le tableau devenait plus clair et plus accablant. Ce n'était pas seulement un divorce. Il s'agissait de démêler une fraude élaborée qui durait depuis 2 ans. Il y a quelque chose de presque théâtral dans une déposition. Ce n'est pas comme ce que l'on voit dans les films avec une musique dramatique et des moments de Perry Mason. Cela ressemble plus à un accident de voiture au ralenti où vous pouvez voir exactement ce qui va se passer, mais vous ne pouvez pas détourner le regard. Vous êtes assis dans cette salle de conférence stérile avec un éclairage fluorescent qui donne à tout le monde un air légèrement malade. Et il y a ce sténographe judiciaire qui clique sur sa petite machine, capturant chaque mot, chaque pause, chaque instant où quelqu'un se rend compte qu'il est sur le point d'être complètement détruit. Monica Grady était la meilleure amie de Clarissa depuis l'université. Je la connaissais depuis presque aussi longtemps que je connaissais ma femme. Elle était la demoiselle d'honneur de notre mariage. Celle qui a aidé Clarissa à choisir sa robe. Celle qui a organisé son enterrement de vie de jeune fille et qui a prononcé ce discours embarrassant sur la chance que j'avais de trouver quelqu'un comme Clarissa. Au fil des années, Monica était une habituée de nos dîners et de nos réunions de vacances. J'avais toujours pensé qu'elle était une personne honnête, peut-être un peu bavarde, mais fondamentalement honnête, assise en face d'elle là-dedans. Malcolm avait insisté pour que je sois présent lors de cette déposition, même si ce n'était pas nécessaire. « Tu dois voir ça », m'a-t-il dit. Vous devez comprendre exactement jusqu'où cela va. À l'époque, je pensais qu'il dramatisait. Maintenant, je comprenais qu'il me préparait à la démolition complète de tout ce que je pensais savoir sur mon mariage. Monica a commencé par essayer de protéger Clarissa, ce que je suppose que je pourrais respecter dans une certaine mesure. La loyauté est la loyauté, même lorsqu'elle est mal placée. Elle s'en est tenue au scénario. Clarissa était malheureuse. Le mariage était en difficulté depuis des années. Elle a essayé de faire en sorte que ça marche, mais Graham n'était tout simplement plus la bonne personne pour elle. Tous les points de discussion standards sur le divorce, livrés avec le genre de sincérité pratique qui suggérait qu'elle avait répété cette conversation plusieurs fois. Malcolm la laissa parler, hochant la tête comme s'il croyait chaque mot. Il a cette façon de mettre les gens à l'aise, de les bercer en leur faisant croire qu'il contrôle la conversation jusqu'au moment où il déclenche le piège. C'est comme regarder un maître pêcheur travailler. Vous savez que l'hameçon arrive, mais vous êtes toujours surpris quand il se pose. Donc, vous avez soutenu Clarissa pendant cette période difficile, dit Malcolm, sa voix chaleureuse et compréhensive. C'est ce que font les bons amis. Absolument, répondit Monica en se détendant légèrement. Le divorce n'est jamais facile, mais il est parfois nécessaire, et vous avez récemment passé du temps avec elle pour l'aider à traverser cette transition. Bien sûr, nous avons déjeuné plusieurs fois, parlé au téléphone, juste pour être là pour elle, vous savez. Malcolm hocha la tête et prit une note sur son bloc-notes. Puis il a fouillé sa mallette et en a sorti un dossier que j'ai reconnu dans notre salle de guerre de la table de cuisine, les reçus de l'hôtel. Monica, je vais vous montrer ce qui a été marqué comme pièce A, a-t-il dit en faisant glisser un morceau de papier sur la table. Pouvez-vous me dire ce que c'est? Monica a regardé le document et j'ai vu son visage changer. Toutes les couleurs ont disparu de ses joues et ses mains ont commencé à trembler légèrement. J'ai dépensé en courses en une semaine. Je ne sais pas ce que c'est, balbutia-t-elle. C'est une facture d'hôtel débitée sur la carte de crédit commune appartenant à Graham et Clarissa Porter, expliqua patiemment Malcolm le même week-end où Clarissa a dit à son mari qu'elle assistait à une conférence de travail à Milwaukee le même week-end où, selon vos publications sur les réseaux sociaux, vous étiez censé passer un week-end entre filles dans le comté de Dore. De ce qui ressemblait à une vue sur un lac avec la légende week-end entre filles indispensable #amitié #détente #compte. C'est drôle à propos des métadonnées, continua Malcolm en discutant. Cette photo a été prise au Ritz-Carlton à Chicago. Même hôtel, même week-end, même spa où quelqu'un a débité un massage en couple sur la carte de crédit de mon client.
La loyauté de Monica envers Clarissa craquait comme de la glace au printemps. On pouvait pratiquement l'entendre se produire. Elle n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil vers la porte comme si elle envisageait de s'enfuir, mais Malcolm n'avait pas fini. Monica, je dois te le demander directement. Avec qui Clarissa était-elle ce week-end-là? Je ne peux pas. C'est entre amis. Malcolm se pencha légèrement en avant, sa voix toujours agréable, mais avec un tranchant qui traversait l'air comme une lame. Monica, tu es sous serment. Le parjure est un crime. Votre ami a déjà menti dans plusieurs dossiers judiciaires. Et si vous mentez pour protéger ces mensonges, vous devenez complice de la fraude. Le secret de Clarissa vaut-il la peine d'aller en prison? Le silence dans cette pièce était étouffant. Monica regardait la facture de l'hôtel comme si elle risquait de s'enflammer, sa respiration superficielle et rapide. Je la voyais évaluer ses options, essayant de déterminer s'il existait un moyen de protéger Clarissa sans se détruire dans le processus. Finalement, Malcolm a joué son atout. Peut-être que cela vous aidera à vous rafraîchir la mémoire, dit-il en faisant glisser un autre document sur la table. Celui-ci était un reçu de restaurant du même hôtel le même week-end. 2 dîners, une bouteille de vin et, en bas, une signature qui n'était clairement pas celle de Clarissa. Qui est Jasper Harland? Demanda doucement Malcolm. Et juste comme ça, Monica s'effondra. Had to ask her to speak up. How long have they been together? About 2 years. 2 years. The same timeline Malcolm had constructed from the financial record. 2 years of lies, 2 years of secret phone calls and hidden hotel bill and elaborate deception, and you've known about this relationship the entire time. Monica nodded miserably. She made me promise not to tell anyone. She said she was going to leave Graham anyway, that there was no point in hurting him unnecessarily. Did you help son plan, la stratégie de divorce? Je veux dire, j'ai écouté quand elle en parlait, mais je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas impliqué dans les affaires juridiques. Qu'en est-il des modalités financières? A-t-elle parlé de cacher de l'argent à Graham? C'est à ce moment-là que ce qui restait de la résistance de Monica s'est complètement effondré. Elle a dit qu'elle devait se protéger, que Graham essaierait de tout prendre s'il découvrait Jasper. Elle a dit qu'elle faisait simplement preuve d'intelligence pour assurer son avenir. Malcolm hocha la tête comme si tout cela était parfaitement raisonnable. Et a-t-elle mentionné l'implication de Jasper dans la planification du divorce? Il l'a aidé à trouver l'avocat. Brett Lanson. Jasper l'avait utilisé dans ses propres divorces. Divorce au pluriel. Donc, notre homme mystérieux était un mari en série, et Clarissa était apparemment d'accord pour être sa prochaine victime. Jasper a-t-il fourni un soutien financier pour la procédure de divorce? Monica hésita, puis acquiesça. Il paie la compte de Brett et il l'a aidé à déterminer comment évaluer la maison et les autres actifs. En d'autres termes, Jasper Harland ne s'était pas contenté de voler ma femme. Il a financé l'assaut judiciaire destiné à me détruire financièrement. Ce n'était pas juste l'adultère. Il s'agissait d'une attaque coordonnée financée par le riche petit ami de ma femme. Malcolm prit quelques notes supplémentaires, puis leva les yeux avec ce sourire froid que j'apprenais à aimer. Monica, merci pour ton honnêteté. Une dernière question. Quel est le nom complet et les coordonnées de Jasper? Et juste comme ça, nous l'avons eu. L'homme mystérieux avait un nom, une adresse et un très gros problème car l'adultère pouvait être moralement répréhensible, mais il s'agissait d'un complot en vue de commettre une fraude. C'était un tout autre genre de problème. Alors que nous sortions de cette salle de conférence, Malcolm a posé sa main sur mon épaule comme il le faisait quand nous étions enfants, et je suis tombé de mon vélo. Maintenant, nous savons contre qui nous nous battons réellement, a-t-il déclaré. Et fais-moi confiance, mon frère, nous allons gagner. Si la déposition de Monica était comme regarder un accident de voiture au ralenti, celle de Jasper Harland était comme regarder un déraillement de train en temps réel, avec des explosions, des incendies et le genre de destruction spectaculaire qui vous fait vous demander comment quelqu'un a pensé que c'était une bonne idée au début. Lieu. L'homme qui est entré dans cette salle de conférence 3 jours plus tard correspondait exactement à ce que j'attendais du surclassement de Clarissa. Jasper avait l'air de sortir d'un magazine de mode pour hommes. Des cheveux poivre et sel parfaitement coiffés, un bronzage qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel et un costume qui lui allait comme s'il avait été peint par des maîtres italiens.
C'était un gars qui avait clairement passé sa vie à croire que l'argent pouvait résoudre n'importe quel problème et que Charme pouvait s'occuper du reste. Ce à quoi il n'avait pas prévu, c'était d'être assis en face de Malcolm Porter, qui avait à peu près autant de patience envers Charme qu'un requin en a pour les bavardages. Jasper a commencé la déposition de la même manière que les hommes riches commencent toujours ces choses, avec une arrogance désinvolte et en supposant que sa richesse le protégerait d'une manière ou d'une autre des conséquences. Il avait ce sourire facile et cette posture détendue qui suggérait qu'il considérait toute la procédure comme un inconvénient mineur, comme être appelé à faire partie d'un jury ou devoir renouveler son permis de conduire. « Messieurs, dit-il en s'installant sur sa chaise comme s'il organisait un dîner. Je dois dire que je ne le suis pas, je suis tout à fait sûr de pourquoi je suis ici. Ma relation avec Clarissa a commencé bien après que son mariage soit déjà terminé, sauf le nom. » Malcolm ne leva même pas les yeux de ses notes. « Monsieur Aaron, quand exactement votre relation avec Madame Porter a-t-elle commencé ? » Il y a environ 6 mois, Jasper a répondu doucement après qu'elle ait déjà décidé de demander le divorce. J'ai vu l'épingle de Malcolm s'arrêter de bouger. Il leva lentement les yeux, comme un prédateur qui vient de repérer une faiblesse chez sa proie. Il y a 6 mois. Êtes-vous certain de ce calendrier ? Absolument. Malcolm a fouillé sa mallette et en a sorti les enregistrements téléphoniques que nous avions assignés à comparaître. Page après page de journaux d'appel, d'horodatage de messages textés, de rapports d'utilisation des données qui racontaient une histoire très différente. Monsieur Arlon, je vous montre ce qui a été marqué comme pièce à conviction B, dit Malcolm en faisant glisser les documents sur la table. Ce sont les relevés téléphoniques de Madame Porter des 24 derniers mois. Pouvez-vous expliquer pourquoi votre numéro apparaît sur ces registres depuis 23 mois ? La couleur du visage de Jasper disparut tandis qu'il regardait les preuves. Les enregistrements téléphoniques étaient accablants. Des centaines d'appels et des milliers de SMS ont commencé il y a près de 2 ans et ont augmenté en fréquence avec le temps. Il n'y avait aucun moyen de faire passer cela comme une relation récente. Nous nous sommes peut-être rencontrés socialement avant cela. Bégaya Jasper, sa douce confiance s'évaporant comme de l'eau sur un trottoir chaud, mais ce n'était pas le cas. Nous n'avons eu une relation amoureuse que bien plus tard. Intéressant, dit Malcolm en sortant un autre document, parce que cette facture d'hôtel du Ritz-Carlton datée d'il y a 18 mois suggère le contraire. La facture correspond à un séjour d'un week-end dans la suite Pentouse facturé sur votre carte de crédit avec Madame Porter répertoriée comme votre invitée. L'avocat de Jasper, un petit homme nerveux qui était resté silencieux jusqu'à présent, parla finalement. Mon client n'a pas à répondre à des questions sur ses relations personnelles. En fait, c'est le cas, l'interrompit Malcolm. Lorsque ces relations personnelles impliquent un complot en vue de commettre une fraude, elles deviennent du domaine public. Le mot complot a frappé cette pièce comme une bombe. L'arrogance désinvolte de Jasper disparut complètement, remplacée par l'expression d'un homme qui commençait tout juste à comprendre à quel point il se trouvait dans un pétrin. Malcolm n'avait pas fini. Même pas proche. Monsieur Arlon, avez-vous fourni une aide financière à Madame Porter pendant la procédure de divorce ? J'ai peut-être contribué à certaines dépenses. Avez-vous payé les honoraires de Brett Lanson ? Une longue pause. Oui. Combien ? 50 000 $. 50 000 $. Ce type avait dépensé plus d'argent pour l'avocat spécialisé en divorce de Clarissa que j'en avais gagné en une année entière. Il ne couchait pas seulement avec ma femme. Il finançait l'assaut juridique destiné à me détruire. Et avez-vous donné des conseils concernant le partage du patrimoine matrimonial ? C'était là que Jasper avait commis sa plus grosse erreur. Au lieu d'accepter le 5e ou d'admettre son implication, il a essayé de la minimiser. J'ai peut-être donné quelques conseils généraux sur l'évaluation des propriétés, a-t-il déclaré. Je suis dans l'immobilier après tout. Malcolm se jeta sur cet aveu comme un chat sur une souris blessée. Quel type d'accompagnement ? Juste des conseils standards sur la façon de déterminer la juste valeur marchande. Avez-vous conseillé à Madame Porter de réclamer 70% des biens matrimoniaux ? J'ai suggéré qu'elle devrait protéger ses intérêts. L'avez-vous aidé à développer une stratégie pour cacher les actifs de son mari ? L'avocat de Jasper essayait frénétiquement de lui faire signe d'arrêter de parler, mais il était trop tard. Le mal était fait. Je lui ai conseillé d'être intelligent pour assurer son avenir financier, a déclaré Jasper, ne réalisant apparemment pas qu'il avouait un complot. Malcolm s'appuya contre le dossier de sa chaise avec l'expression satisfaite d'un homme qui venait de recevoir tout ce dont il avait besoin pour détruire son adversaire. Donc, pour résumer, Monsieur Fort Arlon,
vous entretenez une liaison avec Madame Porter depuis près de 2 ans. Vous avez financé sa procédure de divorce et vous avez participé activement à l'élaboration d'une stratégie visant à escroquer mon client sur ses biens matrimoniaux. Ce n'est pas ce que je veux dire, ce n'était pas une fraude. Comment l'appelleriez-vous? J'aidais la femme que j'aime à commencer une nouvelle vie en volant son mari. En s'assurant qu'elle obtenait ce qu'elle méritait. Et voilà, l'aveu qu'il y ait tout ensemble. Jasper Harland venait d'avouer sous serment avoir comploté en vue de commettre une fraude. Non seulement il couchait avec ma femme depuis 2 ans, non seulement il avait financé son agression légale contre moi, mais il avait activement participé à la planification de tout cela. Malcolm prit quelques notes supplémentaires, puis leva les yeux avec ce sourire froid que j'apprenais à associer à une victoire complète et totale. Monsieur Harlon, connaissez-vous les lois sur l'aliénation des affections dans cet État? La question frappa Jasper comme un coup physique. Son avocat pâlit. Même moi, j'ai dû réprimer un sourire parce que je savais ce qui allait suivre. Car Malcolm poursuit agréablement, non seulement mon client peut vous poursuivre pour des dommages liés à la destruction de son mariage, mais étant donné votre participation active à la procédure de divorce frauduleux, vous êtes désormais personnellement responsable de tous les dommages financiers résultant de ce complot. En d'autres termes, Jasper n'allait pas seulement perdre Clarissa, il allait payer pour le privilège d'avoir détruit mon mariage. De plus, a ajouté Malcolm en consultant ses notes, étant donné que vous avez utilisé vos ressources financières pour manipuler des procédures judiciaires, nous demanderons au tribunal de vous tenir conjointement responsable de tous les frais juridiques et dommages. La façade lisse de Jasper s'était complètement effondrée. Le magnate de l'immobilier confiant avait disparu, remplacé par un homme qui commençait tout juste à comprendre que sa liaison était sur le point de lui coûter bien plus de 50 000 $. Alors que nous sortions de cette déposition, Malcolm fredonnait pratiquement de satisfaction. Tu sais ce qu'il y a de beau chez les hommes riches comme Jasper? Il a demandé. Qu'est-ce que c'est? Ils pensent toujours que leur argent les rend intouchables. Jusqu'à ce qu'ils découvrent que l'argent en fait également des cibles très attractives pour les poursuites civiles. Je commençais à comprendre qu'il ne s'agissait plus seulement de gagner le divorce. Il s'agissait de s'assurer que tous ceux qui avaient participé à ma tentative de destruction paieraient le prix fort de leur arrogance. L'audience finale était prévue un jeudi matin fin octobre. Et je n'oublierai jamais d'être entré dans ce palais de justice en sachant que c'était ça. La fin de tout ce que Clarissa et moi avions construit ensemble, mais aussi le moment où justice serait enfin rendue. Les feuilles tournaient dehors, peignant le monde dans des tons d'or et de rouge qui semblaient presque trop beaux pour une occasion aussi laide. Mais il y avait aussi quelque chose d'approprié. Comme si la nature elle-même marquait la fin d'une saison et le début d'une autre. Le palais de justice était plus occupé que lors de nos audiences précédentes. La rumeur du divorce de Porter avait apparemment fait le tour de la communauté juridique locale, probablement parce que la réputation de Malcolm signifiait que toute affaire qu'il prenait personnellement méritait d'être surveillée. J'ai repéré quelques autres avocats dans la galerie, là pour ce qui était essentiellement un cours magistral sur la façon de détruire complètement le dossier d'un adversaire. Mais la personne qui m'intéressait le plus était Clarissa. Lorsqu'elle est entrée dans cette salle d'audience, je ne l'ai presque pas reconnue. Fini la femme confiante et parfaitement organisée qui avait glissé ses papiers de divorce sur notre table basse comme si elle concluait une affaire. Fini l'expression suffisante qui disait qu'elle détenait toutes les cartes et que j'étais juste là pour me nettoyer. La femme qui s'est assise à la table du plaignant avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans et 5 mois. Ses cheveux, qui avaient toujours été sa fierté et sa joie, semblaient avoir été coupés elle-même. Son costume était froissé, pas seulement un peu froissé, mais véritablement échevelé, comme si elle avait dormi dedans ou l'avait sorti d'un panier à linge ce matin-là. Mais c'est son visage qui raconte vraiment l'histoire. Le stress était inscrit dans les rides autour de ses yeux, dans le fait qu'elle ne pouvait pas rester assise et qu'elle continuait de regarder autour de la salle d'audience comme si elle cherchait une issue de secours qui n'existait pas. Brett Lansen avait l'air encore pire, si c'était possible. L'avocat calme et sûr de lui, qui était si sûr de pouvoir écraser un simple professeur de lycée, avait été remplacé par un homme qui avait l'air d'être sur le point d'être exécuté. Ses cheveux habituellement parfaits étaient ébouriffés, sa cravate était de travers et il avait cette expression hantée qui suggérait qu'il avait passé les dernières semaines à réaliser à quel point il avait été déjoué. Malcolm, en revanche, avait l'air d'assister à un événement social qui l'excitait vraiment. Son costume était impeccable. Sa mallette était organisée et il avait cette attitude calme et satisfaite qui dégageait une totale confiance. Ce n'était pas un homme qui espérait gagner. C'était un homme qui savait qu'il avait déjà gagné et qui était juste là pour regarder le score final être affiché.
Lorsque le juge a rappelé le tribunal à l'ordre, on pouvait sentir la tension dans la salle monter d'environ 10 crans. Le juge Harrison faisait partie de ces juristes de la vieille école qui avaient tout vu et qui n'avaient que très peu de patience pour les absurdités. Il présidait des affaires de divorce depuis 25 ans, et sa réputation d'équité n'avait d'égal que sa réputation de détruire absolument quiconque tentait de manipuler sa salle d'audience. Monsieur Lançon, a déclaré le juge en regardant Brett par-dessus ses lunettes. J'espère que vous et votre client êtes prêts à remédier aux nombreuses irrégularités qui ont été révélées lors de l'interrogatoire préalable. Brett se leva lentement, comme un homme marchant vers sa propre pendaison. Les malentendus ne sont pas le terme approprié pour le parjure, la fraude et le complot en vue de commettre un vol. Ce qui a suivi a été 45 minutes de destruction légale la plus méthodique que j'ai jamais vue. Malcolm n'a pas seulement présenté nos preuves. Il a brossé un tableau complet d'un complot de 2 ans visant à me frauder de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Il a montré les comptes bancaires cachés, les dossiers de voyage falsifiés, les factures d'hôtel, les relevés téléphoniques et l'implication financière de Jasper dans le financement. Toute l'opération. Mais le plus dommageable. La preuve était les dépositions. Lorsque Malcolm a diffusé des extraits du témoignage de Monica, dans lequel elle a admis être au courant de l'affaire depuis 2 ans, Clarissa a en fait mis sa tête entre ses mains. Lorsqu'il a lu des passages de la déposition de Jasper dans lesquels l'homme avait essentiellement avoué avoir conspiré, Brett a tenté de s'y opposer mais a été rejeté. De plus, votre honneur, Malcolm a poursuivi, nous avons la preuve que M. Harlon, le co-conspirateur de Madame Porter, a non seulement financé ces procédures, mais a activement participé au développement de la stratégie frauduleuse. Ce n'était pas un simple divorce. Il s'agissait d'un plan élaboré visant à voler les biens matrimoniaux avec l'aide d'un soutien financier extérieur. Le juge Harrison écoutait tout cela avec l'expression d'un homme qui avait vu beaucoup de divorces mais qui était encore capable d'être choqué par l'audace de ce qu'il entendait. Lorsque Malcolm eut terminé sa présentation, le juge se tourna vers Brett avec une expression qui aurait pu faire fondre l'acier. Monsieur Lançon, votre client a-t-il une réponse à ces allégations? Brett se leva, ouvrit la bouche, puis je les refermai. Il parcourut ses papiers pendant un moment, cherchant clairement un argument qui pourrait sauver quelque chose de ce désastre. Finalement, il a prononcé les mots que je connaissais signifiant une victoire totale. Votre honneur, à la lumière des preuves présentées, ma cliente souhaite retirer sa requête et accepter les conditions que le tribunal jugera appropriées. Abandon complet. Après des mois de guerre juridique, Clarissa jetait l'éponge et implorait grâce. Je n'ai jamais vu une tentative aussi calculée de frauder un conjoint. Les preuves de parjure sont accablantes. La dissimulation d'actifs est flagrante et l'implication d'un tiers dans le financement d'une procédure frauduleuse est particulièrement flagrante. Il s'est tourné vers Clarissa, qui pleurait maintenant ouvertement. Rien de ce mariage. Rien après avoir exigé 70% de nos atouts et 5 ans de soutien, elle ne recevait rien. En outre, le juge a poursuivi, vous êtes par la présente condamné à rembourser les 58 000 $ que vous avez illégalement retirés des comptes matrimoniaux, plus les intérêts et les pénalités. Mais il n'avait pas fini. De plus, vous êtes responsable de tous les frais juridiques engagés par les 2 parties dans cette affaire, ainsi que des frais d'enquête médico-légale nécessités par vos tromperies. J'ai fait quelques calculs rapides dans ma tête. Entre les honoraires de Malcolm, le travail comptable de Jules, le détective privé et tous les frais de justice, Clarissa examinait une facture quelque part au nord de 200 000 $. Finalement, a déclaré le juge Harrison, sa voix portant le poids d'une autorité absolue. Ce tribunal transmet les preuves de parjure au bureau du procureur de district pour d'éventuelles poursuites pénales. Des poursuites pénales. Clarissa pourrait en fait aller en prison pour cela. En sortant de ce palais de justice, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Une paix totale. Pas exactement de la joie. Il n'y a rien de joyeux à voir quelqu'un se détruire si complètement, mais de la paix. La certitude que justice avait été rendue, que la vérité avait gagné et que ceux qui avaient essayé de me détruire s'étaient au contraire détruits eux-mêmes. Malcolm a passé son bras autour de mes épaules tandis que nous descendions les marches du palais de justice. Qu'est-ce que ça fait d'être un homme libre, petit frère? Comme si je pouvais enfin respirer à nouveau, ai-je dit. Et pour la première fois depuis des mois, c'était exactement vrai. 2 semaines après l'audience finale, Malcolm m'a appelé avec une invitation que je pensais ne plus jamais entendre. Rendons-nous visite à la vieille maison, dit-il, sa voix dénuée de l'intensité juridique qui avait marqué nos récentes conversations. Juste mon grand frère, l'air fatigué et peut-être un peu nostalgique.
Il y a quelque chose que je veux te montrer. La vieille maison. On n'en avait même pas parlé depuis cette terrible dispute 5 ans plus tôt, et encore moins y avoir été ensemble. Après l'avoir vendue et le partage de l'argent, j'y étais passé plusieurs fois en voiture, mais sans jamais m'arrêter. C'était trop douloureux de voir des inconnus vivre là où on avait grandi, où maman nous avait appris à faire des crêpes et où papa nous avait montré comment changer l'huile de son vieux pick-up Ford. J'ai failli refuser. Une partie de moi était encore à vif à cause de tout ce qui s'était passé avec Clarissa, et je n'étais pas sûr d'être prête à affronter de nouvelles complications émotionnelles. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Malcolm, quelque chose de vulnérable que je n'avais pas entendu depuis l'enfance. Alors, j'ai accepté de le retrouver là-bas samedi après-midi. Le trajet jusqu'au quartier de notre enfance était surréaliste. Tout semblait plus petit que dans mes souvenirs. Les maisons, les rues, même le grand chêne où nous construisions des forts, semblaient quelque peu diminués. Le temps a tendance à rapetisser les lieux qui pesaient si lourd dans nos souvenirs, les réduisant à des proportions plus raisonnables pour un adulte. En arrivant dans l'allée, je fus surpris de constater que la maison paraissait différente, plus belle, en fait. Les nouveaux propriétaires y avaient visiblement consacré des efforts. Peinture fraîche, volets neufs,